Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Parler des référentiels de vulnérabilité avec Jamila Boutmer. Bonjour Jamila. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors, Nicolas, un référentiel de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une base de données qui contient des failles dans des logiciels et des failles qui ont un patch. Parce que, par exemple, les erreurs de configuration ne sont pas... Enfin, les configurations par défaut ne peuvent pas recevoir de numéro de vulnérabilité, par exemple. Et à quoi ça sert ? Ça sert à faire de la conformité, c'est-à-dire que souvent on te demande de ne pas avoir de failles dans ton système ou de ne pas avoir de failles d'un certain niveau de criticité. Et donc du coup, tu présentes la liste de toutes les failles et tu dis, voilà, j'ai corrigé tout ça, donc je suis bon. Jamila, tu voulais apporter une précision ? Oui, Nicolas parle de numérotation, ce qui peut faire penser immédiatement au CVE. Or, il n'est pas nécessaire qu'une vulnérabilité soit numérotée pour être documentée en source ouverte ou être intégrée dans un référentiel. Et Nicolas, je suis désolé de te contredire, mais il y a des CVE qui sont des défauts de configuration, comme avec des mots de passe par défaut ou des trucs comme ça, qui sont devenus des CVE depuis quelques années. Tu en avais même parlé aussi à une époque. Pour ça, il faut qu'il y ait une correction possible. Oui. Si c'est un comportement par défaut du système qui est surprenant pour l'utilisateur, ça n'est pas une faille. Par contre, s'il y a une action qui peut être faite sur le système et ensuite ton système est considéré exempt de cette faille, entre guillemets, alors effectivement, ça mérite d'être dans une base de vulnérabilité. Mais en gros, c'est surtout, je le disais avec sarcasme aussi en antenne tout à l'heure, c'est que c'est surtout on reste humain, on a besoin de nommer ou d'identifier les choses et c'est quelque chose qui permet d'identifier des vulnérabilités. Soit avec un nom, soit avec un identifiant, on en parlera, avec quelque chose, mais qui permet en fait de les retrouver quelque chose d'unique. Marc-Fred, tu voulais réagir ? Tout ce que j'ai pu entendre, c'est que sur certaines CVE, on voit des CVE sortir. Elles vont être publiées par les éditeurs via un CNA, donc c'est une autorisation, c'est une autorité qui a une autorisation qui a des blocs de numéros de CVE, mais surtout, c'est qu'il y a des CVE qui sortent qu'il n'y a pas de patch de rémédiation. Ils préviennent, ils disent voilà, il y a un patch qui est en cours d'écriture. Il va sortir dans 15 jours. Donc, on a eu le cas d'Ivanti le mois dernier. Et ils ont dit, voilà notre CVE, voici notre vulnérabilité, voilà ce qu'il faut comme plan de rémédiation. SAP l'a fait aussi sur NetViewer. Et il y avait le patch de rémédiation n'est arrivé que quelques jours, voire 15 jours, ça fait 2 semaines plus tard. C'est ce qu'on pouvait voir aussi. C'est pas la fin du monde. Avoir une CVE, c'est au contraire. Vous êtes prévenu que vous avez une vulnérabilité potentielle sur votre système d'information. Vous avez des mitigations à mettre en route et le patch n'est pas forcément existant. Et puis, il y a même des éditeurs qui vous disent voici ma CVE. Il y a des éditeurs de routeurs type Netgear, D-Link qui le disent. C'est un équipement qui est en fin de vie. Il y a une CVE qui est sortie. Il y a une vulnérabilité qui est exploitée. Mais malheureusement, nous ne sortirons aucun patch de sécurité associé parce que cet équipement n'est plus supporté. Ou en un mot, achetez un nouveau, jetez votre ancien équipement. Voilà, c'était mon petit truc. Nico, tu as très bien commencé ce petit épisode, tout à fait dans la bienveillance. Alors, on parlait quand même de référentiel de vulnérabilité. Et de suite, on parle de CVE. Pourquoi est-ce qu'on fait ce lien ? Parce que CVE, c'est le référentiel le plus utilisé, le plus connu, mais il y en a pas mal d'autres, on en parlera tout à l'heure. Et on en parle aussi parce qu'il y a eu un drame il y a quelques temps avec donc les CVE, c'est maintenu par le MITRE, et il y a eu un drame puisqu'en fait le contrat entre le MITRE et la CISA, donc le MITRE c'est une organisation à but non lucratif et la CISA c'est une agence américaine. Je le fais très simple, en gros c'est l'équivalent de l'ANSSI pour faire très 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 simple. Et donc le contrat est arrivé à la fin du contrat et ils ont oublié de le renouveler et finalement ils l'ont renouvelé, mais ça a fait un gros drama parce que les gens ont paniqué, etc. Mais c'est quand même un contrat qui n'est pas négligeable. Ça fait un gros drama. Parce que c'est quand même 57 millions de dollars, donc c'est un petit contrat et qui a été prolongé pour 11 mois. Ça ressemble plus à un oubli, mais c'est vraiment dans un contexte où la CISA elle fait face à beaucoup de réductions de budget, de résiliation de contrats et pas mal de critiques, surtout de la part de Trump. Et d'ailleurs, ce mois d'avril, mais en avril 2025, donc, le MITRE a quand même licencié plus de 400 personnes, ce qui est quand même assez conséquent du fait du Doge de Musk qui est là pour faire des économies a priori. Et donc, alors, moi, je voudrais préciser un point sur ce qui s'est un petit peu produit, parce que j'ai suivi l'affaire aussi de façon très, très suivie, on va dire ça comme ça. Le mardi soir,
il y a le responsable du MITRE qui s'occupe du programme CVE qui a communiqué un document qui ne devait pas sortir publiquement. Il a dit voilà, demain, on n'a plus de financement et on ne sait pas ce qui va se passer. La CISA, alors tout le monde s'est mis dans le mode panique à bord. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce grand n'importe quoi ? Il a fait ça le soir en fin de journée, heure américaine. Le lendemain matin, tous les Européens se sont mis à pétocher. Il n'y a pas d'autre terme. Et derrière, qu'est-ce qu'on a vu ? À 14h heure européenne, 8h heure américaine, en fin de compte, le financement, vous l'avez, c'était juste un point administratif qui consistait à valider, comme on connaît dans toutes les grandes entreprises. Ils ont validé la facture. Le lendemain, ils ont fait même une déclaration en disant c'est pas un sujet, on l'a prolongé jusqu'à encore 11 mois supplémentaires. C'est vraiment le côté. Et il ne faut pas oublier aussi une chose qu'on a découvert à ce moment-là. Il y a une petite guerre interne entre le MITRE et la CISA. Le MITRE, c'est le financeur, c'est celui qui a le budget. Et le MITRE, c'est tenu par des gens qui sont experts, qui sont des opérationnels, et ils n'ont pas la même vision de la gouvernance telle que le voit la CISA. Donc tout ça, c'est sorti en plein jour. La personne a fait ce que j'appelle, il a brûlé ses bateaux, il s'est exposé, et je pense que derrière, il va se faire éclater. Donc ils ont sorti la fameuse CVE Foundation, on va en parler plus longuement dans l'épisode, mais tout ça, ce sont des coquilles vides. Le pognon, il est à la CISA. Et la gouvernance est à la CISA. Ça a été fait en 2024. Et ça s'est passé sous les couloirs. Les mecs, ils ont refusé que la gouvernance soit faite par la CISA. Voilà, c'est ça le côté où, vous voyez, ça sort de mon corps. Il faut que j'arrête. Il y a quand même quelques conséquences intéressantes. Déjà, ça a réveillé tout le monde sur le fait que, effectivement, c'est centralisé chez les Américains, ce qui peut être gênant d'un point de vue souveraineté. Il y a aussi le fait que tu as une partie du conseil d'administration du programme CVE qui a créé une espèce d'entité indépendante, la CVE Foundation, pour garantir la neutralité et la pérennité du programme. On va voir ce que ça donne. Et puis, autre conséquence non des moindres, cet épisode. Tout à fait. Et je te rejoins complètement là-dessus, Vlad. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le MITRE ne peut pas être financé par des institutions autres que américaines. Oui. C'est parce que le problème du financement, quand ils ont dit, voilà, on va être bloqué, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde a réagi. Tout le monde a dit, OK, on est prêt à mettre de l'argent. Par contre, leur statut ne leur permet pas d'être financé, par exemple, par l'Europe. L'ENISA ne peut pas mettre de l'argent dans le MITRE comme ça directement sur ce programme-là. Mais inversement, grâce à la CVE Foundation qui a été créée en urgence, on a la capacité, nous au niveau européen, d'investir dans cette fondation et de sortir un petit peu du monopole US. Bon, et alors pourquoi ça a suscité beaucoup d'inquiétudes ? Si jamais ça s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, il faut définir ce que c'est CVE. Marc Fred, Attends, si ça s'arrête... La sécurité est résolue. Il n'y a plus d'échec. Exactement, il n'y a plus aucune faille dans le monde. Non, mais Marc Fred en a un petit peu parlé dans un épisode qu'il a fait dans Radio CSERT. Mais en fait, c'est plusieurs choses, mais il y en a 4 en particulier. Déjà, il y a le standard CVE qui décrit qu'est-ce que c'est CVE. Mais bon, à la limite, si le programme s'arrête, le standard en soi, il ne changera pas trop. Il a changé, je ne sais plus, en 2014-2015. En fait, c'est juste le nommage. C'est CVE-l'année- et le numéro de l'identifiant de la CVE. Avant, c'était sur 4 chiffres et c'est passé à plus de 4. Parce qu'avant, on n'avait pas plus de 10 000 CVE. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Donc après, si ça s'arrête, c'est pas très grave, quoi. Le standard évolue pas tant que ça. Il y a la base de données qui est chez le MITRE, mais là encore, si ça s'arrête, c'est pas très grave, il y a des miroirs, enfin, je veux dire, en soi, c'est pas trop gênant. Après, il y a aussi l'enrichissement des informations qui est fait par le NVD, qui dépend du NIST. En fait, c'est un peu compliqué aux États-Unis, mais en gros, tu as le NIST qui revient un peu à une agence gouvernementale qui a le programme NVD qui vient pour enrichir les CVE. C'est-à-dire que tu as un CVE qui sort et tu as le NVD qui est là pour enrichir avec plein d'informations supplémentaires sur les CVE. Le NIST, c'est un point qui est très important que tu soulèves, Vladimir. C'est que le NIST, c'est le département du commerce. Oui. Et au niveau du financement, il faut savoir que chaque agence américaine travaille de façon indépendante. Ils ne sont pas dans un mode collaboratif. Et la base NVD, elle est en mort cérébrale depuis des années. C'est des traitements automatisés qui ont été faits. Et le département du commerce américain ne veut pas mettre de fonds là-dessus. Ils considèrent que ce n'est pas prioritaire. Mais ils ont fait une annonce incroyable il y a quelques jours, là, en avril 2025, en disant « Bon, en fait, on a des milliers de CVE en retard. On va les mettre en déférés, et puis on les traitera jamais, démerdez-vous. On va se concentrer. » Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils se concentraient sur les vulnérabilités qui sont dans la KEV, leur known exploited vulnerabilities, les vulnérabilités qui sont exploitées dans la vraie vie. Et donc pour les autres, démerdez-vous. Mais après, c'est quand même plein de vulnes qui sont pas critiques, peu répandues. Donc bon, voilà. Jamila, tu voulais réagir ? Oui,
Tout à fait. Oui, merci d'avoir précisé. Effectivement, Vlad, il y a eu de nombreuses critiques à l'encontre de NVIDIA justement par rapport à ce retard accumulé qui, de fait, il y a de plus en plus de vulnes, etc. Donc voilà, l'idée c'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est un fait. Ils l'ont d'ailleurs reconnu eux-mêmes déjà l'année dernière. Par rapport à l'enrichissement, je veux juste souligner que c'est quelque chose de nouveau qui est lié au nouveau statut de la CISA en tant que ADP. Pareil, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais en gros, dans la partie numérotation de vulnérabilité, il y a plusieurs statuts, dont le plus connu est CNA, qui a déjà été mentionné par Mark Fred, mais récemment, la CISA a été nommée, on va dire, ADP, donc Authorized Data Publisher, pour justement avoir cette autorisation d'enrichir les vulnérabilités qui sont publiées. Donc ça, c'est quand même relativement récent. Voilà, je voulais juste souligner ça. Mais même ça, si ça s'arrête au final, il y a des entreprises privées qui peuvent le faire. Enfin, ça c'est pas le vrai truc gênant, c'est si les CVE au sens large s'arrêtent. Enfin, le MITRE. C'est le programme de référencement et d'attribution des CVE, qui est quand même centralisé par le MITRE. Alors, tu as des délégations au CNA dont vous avez parlé, les CVE Numbering Authority. En gros, c'est juste des espèces de... C'est pas des sous-traitants, mais presque comme des sous-traitants. Tu en as 453. Et dedans, tu as Microsoft, Oracle, Apache, Apple, Airbus, etc. Amazon et quelques certs. Et tu n'en as pas beaucoup des certs, d'ailleurs, j'ai été surpris. Il y a le CERT polonais, le CERT CC, de l'université c'est plus Carnegie les certs Mellon. nationaux. Ouais. Et en fait, les certs nationaux, parce que les certs nationaux ont la capacité à faire de la recherche sur de la vulne, et ils ont aussi la capacité. Un CNA, c'est pas juste quelqu'un qui va se déclarer, c'est pas un chercheur. Il y a tout un processus de validation pour devenir CNA. Et un CERT national, quand il va voir un équipement qui a une vulnérabilité, il va avoir ce qu'on appelle la légitimité pour en parler. Si demain, un CERT industriel pourrait peut-être encore en parler, mais c'est plus compliqué. Et on le voit dans les 453 acteurs, ce sont eux qui, depuis le départ, ça fait quand même... Ce programme, il a 26 ans exactement. Il a été lancé en 1999. Et c'était un des sujets que j'ai abordé lors des différents échanges sur ce point. C'est comment un chercheur de cybersécurité qui trouvait des vulnérabilités, il pouvait publier une CVE. Et là, on va rejoindre sur d'autres trucs. Mais la CISA a aussi une chose qui est très importante que tu disais, Vladimir, comme Jamila, c'est le côté... Eux, ils ont vraiment une notion de changer l'aspect des CVE pour être plus sur la défense nationale. Ils sont sur des problèmes de sécurité nationale. Donc c'est pour ça qu'ils veulent l'enrichir, alors que le MITRE est resté sur le côté beaucoup plus chercheur et, comment dirais-je, qui est beaucoup plus techies. Et nous, quand on fait une vulnérabilité, on ne parle pas de sécurité nationale, alors qu'eux, ils veulent mettre dans leur attribution, c'est tel groupe d'attaquants, tel pays, telle chose, etc. Pardon. Et donc concrètement, Vlad, en fait, quel est l'impact pour une entreprise, une organisation, si ça s'arrête ? En fait, c'est que si tu ne sais plus qu'il y a de vulnérabilité, tu vas devoir te palucher tous les bulletins de tous les éditeurs, de tous tes logiciels, et c'est la mort. L'avantage, c'est que tu as un référentiel centralisé. Il y a des alternatives, et donc là, je vais être un peu sarcastique, mais quand tu regardes les alternatives, moi j'ai l'impression de voir XKCD, le numéro 927. Alors pour ceux qui ne connaissent pas XKCD, c'est des petites BD hyper simplistes qui sont assez drôles et sarcastiques sur les maths et l'informatique. Et dans la 927, c'est sur les standards. Et en gros, tu as deux personnes qui constatent qu'il y a 14 standards et qui se disent « Ok, on va créer un standard universel pour tous les unifier. » Conclusion, il y a 15 standards. Et donc, quand tu regardes ce qu'il y a à côté de CVE, donc tu as la CVE Foundation, donc, qui est censée potentiellement prendre la suite, donc avoir un truc indépendant. Tu as côté chinois, tu as les CNNVD et les CNVD, qui sont des trucs différents. CNNVD, c'est China National Vulnerability Database, c'est le ministère de l'Intérieur. Et CNVD, c'est une autre base, soi-disant indépendante, mais quand même liée à l'État. Le format, c'est la mort. C'est soit CNNVD-l'année plus le mois sur deux chiffres plus identifiant, soit CNVD-l'année-un autre identifiant, parce que bien sûr, c'est pas les mêmes, ce serait trop simple. Et tu as pas mal de différences d'ailleurs avec les CVE. Y a, en plus, les CNNVD et les CNVD ont un certain retard sur les CVE. Parfois, tu as même des CVE entre guillemets, des CNVD qui disparaissent de leur référentiel et qui réapparaissent. Il y a une histoire avec une fameuse vulnérabilité de 2014, la CNVD 2014-04-710, qui a disparu
et qui est réapparu en 2022. Et en fait, il y a beaucoup de suspicions sur le fait qu'ils se gardent sous le coude des vulnérabilités pour les exploiter. Je recommande, il faudra qu'on le mette dans les références, une excellente vidéo de Christine Delros de SentinelOne qui a fait une analyse justement entre la différence des CNNVD et CVE. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est la version chinoise. Après, tu as la version open source. Tu as OSV de GitHub. Donc là encore, c'est une initiative différente, principalement sur l'open source, donc c'est pas le reste. Alors pour eux, ils voulaient faire ça parce qu'apparemment ça spécifie en plus la version vulnérable comme les CPE. Donc en gros, tu as plus de détails. C'est censé être indépendant du Mitre et c'est API native, donc c'est fait pour être interrogé par API et c'est automatisé. Par contre, le format, alors attention les yeux, c'est soit OSV-année-un identifiant, voilà ça va, soit un préfixe différent qui dépend de l'identifiant de où vient la base de données. Par exemple, si c'est Ubuntu, c'est USN, si c'est Red Hat, c'est RHSA, ensuite -année, ensuite -identifiant. Et attention, si ça vient de chez GitHub, l'identifiant c'est, je crois, alors je l'ai plus en tête, c'est 4 lettres GHSA, je crois. Et ensuite, c'est un tiret, et tu as 3 groupes de 4 chiffres et 2 lettres, mais c'est pas tous les chiffres, c'est que de 2 à 9, et les lettres, c'est que 12 lettres de l'alphabet. Tu sais, on dirait une blague. Et en fait, donc c'est non, mais la c'est mort. inutilisable. C'est la mort. Mais c'est pour éviter les homoglyphes, Ouais, c'est pour éviter le 1 et le L. Ouais, et non, mais le très I bien, qui se mais c'est ressemblent censé dans être certaines polices. automatisé et traité que par des machines. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est GitHub, c'est que des logiciels open source. Après, tu as Global CVE, GCVE, qui est porté par le Circle, le CERTLU, donc du Luxembourg. Marc Fred a fait un épisode avec Alexandre Dulonnois sur le sujet. Là, l'idée, c'est de faire une espèce de truc un peu plus décentralisé, où les déclarations se font directement par c'est comme des CNA, dont on parlait tout à l'heure, qui ont la délégation du Mitre. Et en gros, alors là, par contre, pareil, le nommage, c'est GCVE- le numéro du GCNA, donc celui qui est capable de référencer ça, ensuite année, un identifiant unique. Bon, l'intérêt, c'est que tu peux filtrer par GCNA. CNA. L'avantage, alors ouais, le truc, parce que moi aussi au début quand je l'ai lu, j'étais comme toi, j'étais un peu étonné. Et au contraire, ça a été fait parce que si par exemple tu es une industrie manufacturière, tu fabriques des pneus par exemple, Oui. et tu as un certain nombre de fournisseurs, tu veux suivre les vulnérabilités qui correspondent à ta construction de pneus. Oui. Bah, tu peux, grâce au CNA, tu peux choisir, je veux suivre que tel CNA parce que c'est les équipements que j'ai en interne. Par contre, tout ce qui concerne de l'open source, des trucs des GAFA, je ne veux pas les suivre. Ça évite de polluer tes équipes. Ouais, je suis dubitatif parce qu'en Ça, fait, c'était plus... les Indus, ils ont du Windows, ils ont plein d'outils, plein Oui, d'open bien sûr, source. on se comprend. plein Là, de j'ai pris l'exemple Ouais, très mais- bordant, mais ça pourrait être sur le côté, moi, si je prends le cas, par exemple, suivre du SCADA, c'est pas mon sujet. Mm. Et quand je suis sur la base CVE, je dois me taper toutes les vulnérabilités où ça parle de SCADA. Je dis, ouais, c'est super, c'est sympa, c'est intéressant, mais c'est instructif, voilà. Mm. Et ça s'arrête là. Je fais un like sur LinkedIn et c'est pareil. Bon, Le truc en qui tout cas- se produit, c'est que là, avec leur fameux CNA, leur GCA, c'est un avantage. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Si je veux suivre tout ce qui est Windows open source, je suis. Par contre, le reste, si ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas à me polluer mes équipes et je n'ai pas à avoir un plan de charge. Ouais. Mais attention, c'est juste une initiative. Elle est européenne. Il y a un fonds européen. Il faut savoir qu'il y a quand même un fonds européen qui est derrière. Alexandre l'a très bien expliqué dans l'épisode, mais au début j'étais très dubitatif parce que je ne voyais pas comment on pouvait comparer ce type d'initiative par rapport à la puissance américaine. Et il y a un point qu'on est passé très rapidement. On a vu ce petit esclandre, ce drama queen de la CVE, mais il ne faut pas oublier que pendant 25 ans, le service a été fait et il n'y avait aucune raison d'utiliser un autre système. Bah non, ça marchait. Aujourd'hui, grâce ou pas grâce à l'administration américaine qui a été élue démocratiquement, la table est renversée et on se rend compte de notre dépendance, malgré ce que j'entends et ce que je lis à travers certains réseaux sociaux. On dépend complètement de cette veille américaine et les initiatives, qu'elles soient européennes, quelles que soient les institutions, on n'est pas au niveau. Mais c'est normal, si quelqu'un fait le travail pour toi, pourquoi est-ce que tu ferais le travail? Tu bénéficies de son travail et puis voilà. Bah, le jour où ton ami devient ton ennemi, oui. tu vois ce que Tout ça à fait. donne. Tout à fait. Ça s'appelle la souveraineté numérique. Alors Jamila, justement, est-ce que tu veux bien nous parler du référentiel de l'ENISA? Oui, je pense que c'est le bon moment. Et oui, parce que c'est le dernier, celui qui restait justement, UEVC. Alors, donc, on l'appelle très, très joliment EUVD, du coup. On donc voilà. peut pas dire en français EUVD, Bah oui. ok. Bah écoute, je suggérerais.
Donc voilà, pour resituer un petit peu le contexte. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la directive NIS 2. Donc janvier 2023, qui suggère que l'ENISA, et donc pour être très précis, l'ENISA construise un Vulnerability Registry, qui est une notion relativement vague finalement. Et donc pour opérationnaliser ça, l'ENISA a travaillé sur 2 axes. Donc le premier, c'était de devenir CNA. Donc depuis janvier 2024, l'ENISA est CNA, au même titre que d'autres CNA sur le territoire européen. Et l'autre aspect de ce projet était bien évidemment la mise en place d'une base de données de vulnérabilité européenne. Donc l'idée justement, un petit peu le prémisse, c'était d'éviter de dépendre trop de solutions qui n'étaient pas forcément européennes, mais pas que. Voilà, de plus en plus, les vulnérabilités prennent une place importante dans la cyberdéfense en général. Je pense qu'on l'a tous constaté. À ce propos, justement, tout à l'heure, Vlad et Marc-Fred parlaient de 453 CNA. Il faut savoir qu'en 2017, ils étaient 69. Et en Union européenne, on en avait globalement dans 3 pays. Autriche, Pays-Bas et France. Bon, aujourd'hui, la donne a clairement changé. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans un contexte bien précis. Toujours est-il qu'effectivement, le drama MITRE a fait que on a été largement encouragé à publier la base de données, du coup, comme vous avez pu certainement le constater, en version bêta pour le moment. Et l'idée, c'est bien sûr d'apporter de la situational awareness en bon français pour tous les utilisateurs, essentiellement au sein de l'Union européenne, mais pas que. Tout ça s'inscrit évidemment dans le contexte plus global du marché unique, etc. Je vais peut-être pas revenir sur tous ces aspects-là, mais enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a aussi le côté où, pour le coup, sans forcément être ADP nous-mêmes, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'idée, c'était vraiment d'avoir des informations qui venaient de plusieurs sources, dont bien sûr Vulnerability Lookup, mais pas que, pour justement avoir peut-être une approche un petit peu plus holistique, en tous les cas, que ce que proposait à l'époque NVIDIA. Donc ça intègre, Vlad le mentionnait également tout à l'heure, le KEV. Donc à un seul endroit, vous pouvez avoir la description de la vulnérabilité, le CVSS, donc le score de la vulnérabilité, si oui ou non elle est exploitée. Et surtout, l'un des aspects de EUVD, c'était aussi de partir vraiment sur un format qui permettait d'automatiser, pour faciliter le travail des personnes qui font de la détection, en utilisant le framework CISAF. Donc voilà un peu de manière très, très schématique ce que je peux dire pour le moment de EUVD. Alors c'est Common Security Advisory Framework, donc c'est un format c'est une sorte de langage en fait qui permet d'automatiser l'ingestion de ce que l'on appelle les bulletins de sécurité, donc Security Advisories, qui sont publiés soit par les éditeurs, soit justement par des chercheurs typiquement, et qui permettent, voilà, encore une fois, d'automatiser l'ingestion des informations relatives à une vulnérabilité en particulier dans les systèmes de détection et de monitoring. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas gardé le nom CVE, qui a justement, j'ai dit EUVC tout à l'heure, mais EUVD, pourquoi est-ce qu'il y a un sigle différent ? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une correspondance 1 pour 1 entre finalement les CVE et les EUVD ?
Alors, je tiens à signaler, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec mon collègue et ami Johannes Klaus, donc, qui a pris le sujet à bras le corps depuis 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, s'il nous écoute, petit coucou. Et donc, c'est une discussion qu'on a eue l'année dernière, justement. Et en fait, ça revient au premier point que je faisais en intro quand Nicolas a répondu. C'est vraiment, il n'y a pas forcément une CVE associée à une vulne. J'ai plus l'exemple en tête, mais l'année dernière, typiquement, il y avait une vulne qui était assez importante. Je crois que c'était une vulne dans une bibliothèque, enfin le truc classique, quoi, donc avec des interdépendances assez fortes. Et il n'y avait pas de CVE qui avait été publié. Et du coup, je comprends l'idée et voilà, on en parle aussi beaucoup en CTI de la multiplication des alias, etc. Mais je suppose que tout comme ça a été le cas pour l'ENISA, d'autres personnes investies dans ce genre de projet utilisent également leur propre identifiant pour pallier le fait qu'il n'y ait pas forcément de CVE pour une vulnérabilité en particulier. Et donc non, forcément, il n'y a pas de match one-to-one, même si on va dire qu'à 90%, oui. Mais du coup, il y a les 10% restants où ça reste utile d'avoir une ID qui permettra de documenter la vulne. Donc, comme on le dit, tout ça, c'est fait pour être traité par des machines, hein, puisque, et comme le disait Vlad tout à l'heure, on est à largement plus de 10 000 CVE par an. Maintenant, on doit être à 40 000 ou 50 000. Donc, absolument personne ne fait ça à la main. On recopie des identifiants de vulnérabilité dans un petit carnet. Donc, il y a des intermédiaires, des vendeurs d'outils de scan, voilà. Ou même des projets open source, c'est-à-dire qu'ils vont, je suis un projet open source, je veux avoir un identifiant de vulnérabilité. En gros, comment vous allez vous intégrer dans l'écosystème ? Est-ce qu'on a des outils de scan de vulnérabilité européens, par exemple ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été fondés par des Européens, mais... Non, mais moi, je pense que nous avons tu vois, de mon côté, moi, contributeur de limite sécu. Lundi, je vais faire une pull request. Ils vont me regarder bizarrement, hein, mais je vais leur demander d'intégrer ça chez nous. Oui, mais tu vois, là, bon, je ne veux pas citer d'outils parce que on n'est pas là pour faire de la promo pour l'un ou pour l'autre. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu cherches des failles, tu lances un scanner, tu vas sur une interface web et tu as tes failles qui sortent. Et c'est eux, en fait, la clé. C'est eux qui ont besoin des CVE. Toi, tu n'es, en tant qu'entreprise, tu n'es que le consommateur. Le consommateur. Ouais, mais en plus, ils ont à aucun moment tu touches un CVE ils ont toi-même. Chacun leur ID. Tenable, ils ont leurs ID en plus. Qualys, ils ont leurs ID en plus. Ils ont chacun leurs ID en plus. Tu peux donner un exemple précis parce que globalement, quand tu as un auditeur qui vient voir si tu es conforme aussi, tu vois, je sais pas, toutes les réglementations européennes, les DORA et autres, dont Marc-Antoine pourrait nous parler, il te demande de faire des scans de vulnérabilité, de ne pas avoir de vulnérabilité, et tout le monde le fait avec des outils aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu peur que ça finisse avec FRP 256 sur une étagère. Non, du coup, Nico, je pense que ça dépend du point de vue duquel tu te places. Évidemment, toi, de ton point de vue en tant que professionnel de la sécu, dans une boîte privée, etc., tu es plutôt du côté consommateur. Mais après, il faut savoir qu'il y a quand même énormément de chercheurs qui ne font que ça, qui sont pas forcément dans des boîtes privées, etc. Donc, ce sont eux aussi finalement qui vont te permettre d'avoir des vulnes identifiées. Non, mais d'être un référentiel, Jamila. Si par exemple tu as un régulateur qui vient te voir et qui te dit voilà, j'ai des instances, je suis présent sur les plaques américaines, les plaques européennes et asiatiques. J'ai un référentiel que j'utilise qui est celui, là on parle du cas de l'ENISA, mais on pourrait dire que c'est celui-là de la CISA. Non, on parle de l'ENISA plutôt. Si on parle de... Mais si tu veux, au contraire, il n'y a aucun problème. Donc je dis à mon régulateur américain, j'utilise l'ENISA. Dans ces bases, je n'ai pas de vulnérabilité identifiée. C'est mon référentiel. En tant que consommateur, le régulateur américain dit bah oui, mais moi quand je regarde ma base US, donc le CVE ou la base NVD si tu préfères, il dit bah là j'ai des vulnérabilités qui ne sont pas reprises par l'ENISA. Est-ce que ça existe? Okay. Voilà. Si j'ai bien compris ce que disait Jamila tout à l'heure, c'est plus le contraire. Si j'ai bien compris, le référentiel de l'ENISA est plus exhaustif que le CVE. Alors, plus exhaustif que NVD, ça c'est évident, puisque NVD ne fonctionne qu'avec CVE, mais pas forcément plus exhaustif que d'autres bases de données. En tous les cas, il est évident qu'il y a énormément d'overlap entre les différentes bases de données. Ouais, puis c'est quand même pas mal. Tu as un score OPSS qui est indiqué avec la probabilité d'exploitabilité.
Tu as les fameuses références OSV de GitHub qui sont ajoutées également. Enfin, c'est assez complet, c'est quand même bien foutu. Ah, tu critiques Marfred, mais non, franchement, c'est quand même pas mal. Non, mais vous oubliez que quand même le fondement légal, parce que mais dès qu'on est sur l'Europe, les NISA, ils font des fondements légaux. Un, c'est la directive NIS 2, donc on est au mois de décembre 2022 pour la version officielle. Et les NISA en elle-même n'a été pérennisée qu'en 2019. Avant, c'était une agence temporaire dont on reconduisait le budget tous les 4 ans et l'existence tous les 4 ans. Donc, on sait bien que l'Europe, c'est compliqué, les choses avancent. Moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, les choses se mettent en place. Un mois, 2 mois après, Marc-Fred, il est toujours pressé. Ça doit être l'appel de la binouse, mais on va peut-être pas en reparler ce soir. Maintenant, cette version bêta, elle est censée rester bêta longtemps ou c'est parce que à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation d'aucun régulateur en Europe de se référer exclusivement à EUVD. Donc, absolument. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que font les professionnels que moi je vois faire ? Ils vont taper sur toutes les bases de données qui sont dispo. Et puis au bout d'un moment, comment ça va se réguler ? C'est la base de données qui sera la plus solide, la plus constante. Et on va voir ce qui se passe aux États-Unis, évidemment. Si tout d'un coup, il y a une espèce de shutdown financier aux US, c'est sûr que tout le monde va dire, on va aller peut-être prendre en référence principale, par exemple, le UVD, ce qui est l'objectif de l'UE à terme, faut pas rêver. Mais tout ça va se réguler de manière au doigt mouillé, quoi. Oui, alors du coup pour ta première question, encore une fois, comme je le disais à la base, il était prévu de publier à la fin de ce mois. Donc du coup là, les circonstances ont fait qu'on est parti sur la bêta, mais en principe, à la fin du mois de mai, pardon, mais en principe, du coup, on devrait sortir de la bêta d'ici fin mai, début juin. Après, je pense que c'est aussi une opportunité pour les utilisateurs parce que jusqu'alors, on fonctionnait vraiment en circuit fermé. Comme vous le savez, nos interlocuteurs principaux, ce sont les CSIRT européens, enfin de l'Union européenne. Donc voilà, on fonctionnait surtout un peu en interaction avec eux. Mais là, du coup, ça donne l'opportunité à une audience beaucoup plus large de tester, de voir ce qui, selon eux, manque ou est vraiment inintéressant, inutile, etc. Donc, je ne peux qu'encourager les curieux d'aller voir ce que ça donne et de fournir leur retour pour faire en sorte que ça corresponde à leur utilisation. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de faire du chiffre. Bien sûr qu'on aimerait bien être référencé dans tous les papiers CTI comme l'est actuellement NVIDIA ou dans toutes les plateformes qui font appel à une base de données de vulnérabilité, puisqu'il y a aussi cet enjeu-là. Maintenant, on est aussi réaliste. Ça demanderait vraiment beaucoup de travail sur le plan technique, donc ça prendra nécessairement du temps. Et le premier objectif, c'est que ce soit utile à nos entreprises en Union européenne, à nos administrations et à tous les utilisateurs qui sont concernés par la gestion des vulnérabilités. Il y a un point que tu as abordé que j'aimerais que tu puisses, si tu pouvais un peu éclairer pour nos auditeurs. Tu parles des CSIRT européens. Donc, quand tu parles de CSIRT européens, il faut bien... Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un CSIRT européen ? Parce que ce n'est pas les entreprises. On parle bien de... Les CERT nationaux. Les CERT nationaux. C'est bien ça, oui. Tout à fait. Et les CERT qui sont liés à la Commission européenne. Alors, entre autres, effectivement, donc au même titre que les 6 CERT nationaux de l'Union européenne, donc dans chacun des 27 États membres, plus effectivement le CERT EU, donc rattaché à la Commission européenne. Et comme vous le savez, l'ENISA fait partie du secrétariat de ce que l'on appelle le CNW, donc CSIRT Network, qui est donc une communauté des CSIRT en Union européenne. Le point, c'était vraiment d'éclairer les auditeurs et les auditrices, c'était de montrer que les CERT, entre guillemets, commerciaux, ne sont pas en frontal avec l'ENISA. On peut utiliser les documents qui sont publics de l'ENISA, là, il n'y a aucun sujet, au contraire, c'est même des documents de référence, mais on n'a pas encore de... Quand tu parlais de... Vous mettez une base de vulnérabilité à disposition, il faut pouvoir l'interfacer avec les outils actuels. Et il y a une chose que j'ai trouvée un petit peu surprenante dans les communiqués qui sont sortis ces 3 dernières semaines, c'est qu'on oublie que le programme CVE, c'est 26 ans de travail continu. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, en 3 jours. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Et on s'est retrouvé en mode, je suis comme tout le monde, j'étais voir sur le portail, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et la question que je me suis posée en tant que consommateur de veille sur les vulnérabilités, j'intègre ça comment dans ma chaîne de veille ? C'est-à-dire ?
comment je fais moi pour aller voir les vulnérabilités tous les jours? Est-ce qu'il y a une API disponible? Tu as une API, oui, tu as une API dispo. Tu vois, c'est tout ça qu'on s'est retrouvé un petit peu, parce que comme l'a très bien dit Vladimir et ainsi que les autres contributeurs, on l'a craint le shutdown du jour au lendemain. C'est ça. Et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas on peut se passer, entre guillemets, parce que c'était ça le but de l'émission quand même. Si demain le programme CVE s'arrête, il y aura un petit peu de, comment dirais-je, de latence, mais il y aura toujours les publications des vulnérabilités par les constructeurs, les éditeurs. Oui, mais comment tu gères... C'est donc on va devoir gérer des milliers de sources. Mais comment tu gères les vulnérabilités qui sont rapportées par les chercheurs au CNA, du coup? Parce que ça existe, ça. Enfin, je veux dire, nous, pour l'instant, c'est presque la majorité des vulnérabilités qu'on a dû numéroter. Ce sont des chercheurs qui s'adressent à nous. Donc, OK, ils peuvent publier leur blog post, etc. Mais en attendant, il n'y aura pas de CVE associé, du coup. Donc, il faut couvrir cette partie de l'audience aussi. Tu n'as pas d'épaisseur individuelle, en fait. Donc, oui, ça marche. Ce que tu dis fonctionne pour les grandes entreprises qui ont les ressources pour avoir ce genre de programme en place, etc. Mais il y a une partie de la population qui sont les chercheurs en freelance ou bref, les chercheurs en sécu qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs. Et là, c'est là où on estime que c'est notre place d'être là en complémentarité des CNA au niveau national des États membres. Et d'ailleurs, justement, j'ai des vulnérabilités. Est-ce que je peux vous contacter pour avoir une EUVD, mais je veux pas de CVE? Alors, parce que je suis un gros relou et que je veux pas de CVE. Donc je remarque ça. Et donc on mettra ton mail à la poubelle, du coup. Non, en fait, pour vous donner un petit peu le côté un peu backstage, on utilise Vulnogram pour attribuer pour associer. Attribuer, c'est toujours un petit peu casse-gueule. Pour associer une CVE. Et donc, Vulnogram, typiquement, ça ne fonctionne qu'avec CVE, en fait, dans l'identifiant. Donc, voilà, on vous donne ça. L'identifiant EUVD, c'est vraiment juste dans la base de données pour avoir un point de repère. Mais puisque, en fait, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que, enfin, si tu l'as mentionné, Vlad, c'est que les CNA, ils sont gérés par MITRE. Donc, nécessairement, on utilise le framework CVE. Et donc, lorsqu'on va numéroter une vulnérabilité, nous aussi, on utilisera la nomenclature CVE. Donc, ça reste quand même centralisé chez CVE, chez les Américains, au final. Pour la partie CNA, ça, c'est évident. Après, la suite qui pourrait sembler logique pour l'ENISA, ce serait de devenir top root, donc pour avoir justement une forme de centralisation au niveau de l'Union européenne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que les Chinois l'ont fait avec leur CNNVD. Les Chinois l'ont fait avec leur CNNVD, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres vulnes, parfois qui ne sont même pas déclarés CVE, ou ils ont des vulnes chez eux qui sont des CNNVD ou des CNVD et qui n'ont pas de CVE associé. Tout à fait. Après, voilà, encore une fois, les circonstances ont changé, etc. Il faut savoir que nous, à l'ENISA, on a énormément coopéré avec MITRE. C'est une organisation qui se rend très disponible, qui a toute une pédagogie autour de la disclosure des vulnérabilités, etc., qui ont un programme, comme le disait, divulgation, merci Hervé. Comme le disait Marc Fred, enfin voilà, les types, ça fait des années qu'ils bossent dessus, donc voilà. Donc nous, on n'envisage pas forcément un scénario où, du jour au lendemain, tout va se casser la figure et où on serait en compétition avec MITRE. Pas du tout, en fait. Justement, ils mettent en avant cet aspect plutôt coopération avec énormément d'informations qui circulent au sein du groupe des CNA, etc. Donc voilà, pour le moment, et il n'y a pas de raison que ça change, on travaille concrètement, main dans la main, avec MITRE. Et le scoring pour EUVD, ça reste le CVSS ? C'est la méthode qui est retenue ou... Oui, tout à fait. Ok. Et EPSS. Exactement, développé par First.
Okay. Donc qui est plus susceptible d'évoluer que ne l'est le CVSS. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de l'avoir mis en place. Ok, bon, on n'a probablement pas fait le tour de la question, mais il va falloir conclure. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin ? Oui, allez voir la base, s'il vous plaît. Donnez-nous des retours, c'est hyper important. Et merci Johannes. C'est quand même génial que l'Europe, petit à petit, et puis grâce à un règlement, fait des efforts pour trouver une autonomie, une indépendance. C'est une très belle initiative. Voilà, donc je salue, moi aussi, je suis très très heureux de cette initiative et très content d'être européen, et merci beaucoup Jamila. Merci Jamila. Vladimir, oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Oui. Alors je le rappelle, le principe de Minute Fail est de présenter un incident événement de sécurité, de prendre du recul avec humour, mais pas d'accabler les gens. Et de toute façon, c'est pas tout à fait cybersécurité ce que je vais raconter, même un peu. C'est que récemment, j'étais en vacances à la plage. Et ma fille était dans le club des enfants et c'était la journée pirate. En plus, ma fille, elle a un petit problème de vue, donc elle a un œil caché pour que l'autre œil travaille, donc elle fait vraiment pirate. Donc elle était avec une copine et elle explique à sa copine devant moi que moi, mon métier, c'est de combattre les pirates. Ce qui est un peu vrai, c'est quand j'explique mon métier, je dis que papa, il combat les pirates et il protège les pirates. Bon, les pirates informatiques. Et là, il y a sa copine qui lui répond « Ah bah moi, mon papa, c'est James Bond. Alors, il s'appelle Jean Trucmuche, donc j'anonymise, et il travaille à Paris dans la rue des Canons. » Moi, je dis Mortier. Oui, c'est ça. Super. Mortier, c'est le siège de la DGSE. Donc, s'il vous plaît, ne racontez pas tout à vos enfants, surtout quand vous faites des métiers un peu sensibles, ça risque de sortir. Voilà, donc petit fail de vacances à la plage. Oh, c'est pas un fail. C'est mignon. Ça dépend. S'il était en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'il a été voir un bateau d'une agence d'une ONG. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. En tout cas, elle était forte, la gamine, de faire l'association entre canon et mortier. Ouais. Bon, bref. Merci aux contributrices, merci aux contributeurs, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.